Bonsoir à toutes et à tous. Chronique numéro 18. Alors, je vais faire quelques chroniques traitant d'une réactualisation, sans prétention, d'une certaine analyse marxienne, de la conception et de la réorganisation néolibérale du capitalisme de nos jours, qui bien entendu aujourd'hui s'articule au nom du concept de l'individu. Donc pour étayer cette singularité, on sait que Marx a analysé le capitalisme à travers, je dirais, la contradiction capital-travail. Bon, ça c'est un fait acquis. Donc dans ce cadre, dans ce décor exactement, le capital s'oppose au travail à travers un rapport d'exploitation. Mais il développe en même temps le travail pour alimenter son processus d'accumulation. On pourrait appeler comme étant une conception qui, à l'intérieur, peut être compris d'une façon oxymorique, qui peut générer, je dirais, à la fois tout et son contraire. Alors, ce faisant, je dirais qu'il produit ses propres fossoyeurs potentiels, selon, bien entendu, la formule explicitée de Marx et de Engels dans le manifeste du Parti communiste de 1848. Je dirais que c'est le fil d'analyse qui a souvent été privilégié par les marxistes de tout temps, mais on peut également saisir, je dirais, cette vision toute particulière chez Marx, toute une série de développements beaucoup moins connus de textes de jeunesse à des textes plus tardifs qui encore aujourd'hui nécessitent une traduction, une compréhension, voire une analyse réactualisée, mettant bien entendu l'individu au cœur de la critique du capitalisme. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc une critique du capitalisme au nom de l'individualité. Rappelons-nous que dans les manuscrits de 1844, contre, je dirais, le morcellement de l'homme dans l'univers marchand, c'est-à-dire un monde tendanciel, je dirais dominé par la propriété privée et l'argent, Marx avait ainsi en tête l'émancipation de l'individualité. Chacun de ces rapports humains avec le monde, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, contempler, vouloir, agir, également aimer, bref, tous les actes de son individualité, ce qui constitue finalement au fond sa praxis. Or, ce que on néglige le plus souvent, c'est que le règne de la propriété privée, et partant de la logique bien entendu d'accumulation de l'argent, imposerait la mesure unique de la marchandise à la singularité incommensurable des sens et des capacités, je dirais, créatrices de chaque être individuel. À la place de tous les sens, je dirais physiques et intellectuels, est apparue l'aliénation, comme l'avait bien défini Lucien Sèvres, une aliénation qui, à mon sens, pure et simple, des sens, et le sens surtout de la possession, ce que j'appelle le sens de l'avoir. Alors, de manière convergente, Marx décrit dans le livre 1 du Capital, en 1867, l'individu maltraité par le capitalisme comme borné et incomplet. Mais cette fois, c'est à travers la division du travail manuel et intellectuel et la dynamique de sa spécialisation qui l'accompagne au sein de l'usine capitaliste. D'où, effectivement, in fine, ce qui en traduit, je dirais, le constat que le capitalisme serait, je dirais, une grosse machine d'accroissement des moyens collectifs par rapport aux sociétés antérieures. Bien entendu, dans le cadre d'une logique d'appropriation demeurant toutefois par nature inégalitaire, mais au prix de la régression des capacités individuelles. Contrairement, je dirais, à la figure de l'artisanat, par exemple.
Dans la manufacture, d'une manière générale, l'enrichissement du travailleur collectif et par la suite du capital en force productive sociale a pour, je dirais, condition l'appauvrissement du travailleur en force productive individuelle. Bon, ceci étant, une fois que je dirais, cette analyse est plantée, la critique de la double réduction capitaliste de l'individualité par le règne de la marchandise et par la division du travail prend appui sur l'idéal d'un communisme de la singularité individuelle explicité notamment dans l'idéologie allemande de 1845-1846 par Marx et Engels dans la société communiste, ou ce qu'on pourrait appeler plus communément, j'aime mieux ce terme car le terme de communiste est tellement vulgarisé qu'à la fin il ne veut plus rien dire, ce qu'on pourrait appeler bien entendu la société du commun. Alors, dans cette conception, Marx et Engels définissent que personne n'est enfermé dans un cercle exclusif d'activités, ce qui permet ainsi de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, par exemple, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de m'occuper de l'élevage le soir et de m'adonner à la critique après le repas, selon que, je dirais, j'ai envie, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique. Dans ce type de société, personne ne serait cantonné, je dirais, dans une sphère spécialisée d'activité, mais s'ouvrirait au contraire pour l'individu un espace illimité de déploiement des sens et des capacités au sein d'activités multiples. C'est ce que certains pourraient qualifier, comme par exemple Francis Cousin, la différence entre la société du sacral et la société du sacré. Entre celui qui vit l'activité et celui qui contemple ou qui adore l'activité. Alors, pour revenir à ce qui nous amène, dans le manuscrit de 1844, Marx avance une critique de ce qu'il appelle le communisme vulgaire. Alors, qu'est-ce que le communisme vulgaire? À l'époque, c'est pour ça qu'il faut bien revenir sur le terme de ce qu'il voulait traduire du moment, c'est que le mot communisme est employé dans un sens, je dirais, même dans des sens, diversifiés, ne renvoyant pas à des expériences historiques concrètes. Nous sommes bel et bien dans ce qu'on appelle l'élaboration d'une psyché, d'une réflexion, d'une analyse non concrète, et qui relève, bien sûr, qui relève et qui révèle des analogies avec sa critique du capitalisme. Comment définit-il ce communisme vulgaire? Disons qu'on pourrait traduire cela en une sorte de collectivisme basé sur l'indifférenciation des individus, promouvrait le nivellement en niant partout la personnalité de l'homme. Il s'appuierait, je dirais, alors comme le monde marchand sur l'envie et la cupidité, et constituerait l'antithèse du communisme dans sa singularité individuelle défendue par Marx. Car il chercherait à tout ramener à un même niveau, au lieu de créer les conditions collectives d'un déploiement qu'on pourrait qualifier de singularités individuelles dans ce qu'elles ont finalement d'irréductible, les unes par rapport aux autres, et qu'on pourrait définir d'incommensurable. Alors on aurait ainsi, par effet de ricochet, en germe chez Marx, une double critique libertaire du capitalisme et d'un communisme collectiviste dépersonnalisant au nom de la singularité individuelle. Alors, tout cela m'amène à dire que dans le sillage de Marx, une contradiction capitale et individualité. On trouverait donc, par exemple, chez Marx, les prémices d'une analyse du capitalisme à travers une autre de ses contradictions principales, qui serait la contradiction capitale-individualité. Bon. Dans quelle mesure, quand on se penche et qu'on s'interroge, dans quelle mesure peut-on ainsi parler de contradiction capitale-individualité? Bon, pour planter le décor, le capitalisme contribuerait à nourrir l'individualisme contemporain en interaction avec d'autres logiques sociales non strictement réductibles au capitalisme, ce qu'on pourrait qualifier de logique politique de l'individualisme démocratique, dynamique juridique des droits individuels
ou logique sociétale associée bien entendu aux transformations de la famille et de l'intimité. Bon, ceci étant, puisque effectivement aujourd'hui, ce sont des nouvelles donnes qu'il faut bien, je dirais, qualifier et prendre en compte. Pourtant, je dirais que stimulant d'un côté les désirs d'épanouissement personnel, il limiterait et tronquerait au final les individualités par la marchandisation et la division capitaliste du travail. Il ferait naître des aspirations à la réalisation de soi et à la reconnaissance personnelle qu'il ne pourrait que peu satisfaire dans le cadre de sa dynamique de profit. Finalement, il provoquerait ainsi, au bout du compte, tant que les dispositifs de production que de consommation, qui est également de frustration. Alors nous en venons inexorablement au désir d'individualité frustrée qui deviendrait alors, comme par exemple les salariés dans la contradiction capital-travail, des fossoyeurs potentiels du capitalisme, susceptibles bien entendu à des moments d'être politisés, comme la contradiction capital-travail, la contradiction capital-individualité pointerait des contraintes structurelles pesant inévitablement de façon tendancielle sur l'ensemble des individus. Si on associe cela à des logiques, je dirais, capitalistes, mais aussi à des possibilités d'émancipation laissées ouvertes en fonction d'une politisation, bref, ce qu'on pourrait qualifier comme porté par des associations, des syndicats, des formes d'auto-organisation, voire même des médias ou des partis, des mouvements. Donc, finalement, au fond, ne sont pas identifiés ici des mécanismes identiques à travers ces deux contradictions, mais c'est, je dirais, et en définitif, euh, pour faire court, c'est l'existence d'analogie entre les deux types de processus qui permet de parler, dans les deux cas, de contradiction du capitalisme. Cette contradiction capitale-individualité se trouverait non seulement exacerbée dans le cas du néo-capitalisme, analysé notamment chez par exemple Luc Boltanski ou Eve Chiapello, dans le nouvel esprit du capitalisme, car la figure de l'individu y est encore davantage valorisée, ce qui est aujourd'hui une nouvelle donne qu'il faut savoir prendre en compte. Reste finalement au fond que les relations entre les contradictions capital-travail et capital-individualité comme étant une nouvelle donne, une nouvelle dynamique, comme les relations entre leurs politisations respectives restent en suspens. Marx nous a légué ici un défi vis-à-vis duquel il nous reste beaucoup à penser, à agir et à expérimenter. Donc je vous renvoie un petit peu à réfléchir dans ce qu'on peut appeler le capitalisme et l'individualisme, qui sont parfois des notions qui peuvent être à la fois complémentaires mais aussi oxymoriques. Donc voilà, je vous ai fait ma première chronique sur une analyse un peu plus contemporaine, que certains pourraient appeler de marxiste ou de marxien. Donc j'espère qu'elle a été mise à profit et qu'elle vous intéressera et qu'elle vous permettra de réfléchir. Voilà, c'est un premier volet, j'en ferai d'autres et je vous dis merci de m'avoir écouté et à plus tard, merci.